trois mots pour préciser d'où je parle. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université Jean Jaurès en aménagement et géographie. Et donc, dans le cadre de mes recherches, je travaille plus précisément sur les transports à l'échelle régionale et métropolitaine, avec une certaine appétence pour les transports ferroviaires. Vous allez le voir dans la présentation. Du coup, je suis aussi enseignant et dans ce cadre-là, on a l'occasion d'organiser des ateliers dans lesquels on fait des enquêtes dans la région toulousaine. Et j'en profitais pour valoriser un peu certains des résultats de ces ateliers. D'ailleurs, il y a quelques étudiants de nos masters qui sont présents ce soir. Alors, si pour terminer, je suis dans l'agglomération toulousaine depuis une dizaine d'années. On fait partie de mon positionnement en termes d'intervention. Je fréquente le Sicoval principalement pour des mobilités de loisirs, le bikini, des tournois de tennis. Et j'essaye au maximum de ne pas prendre la voiture pour m'y rendre. On y arrive, mais il faut quand même avoir du temps devant soi. Notamment, par exemple, de la Belge jusqu'à quelqu'un. Ça demande quand même une organisation pour descendre en gare, prendre le bus pour finir à pied et se rendre à ces endroits-là. Donc cette photo, je l'avais prise à l'occasion de mon dernier déplacement, tournoi de la Belge, je crois le 26 décembre. Et donc c'est là que m'a déposé l'autobus de Tisséo. Ce qui permet déjà de dire qu'on est un territoire. Bon, il y a quand même une offre de transport, c'est possible en tout cas dans la partie proche de l'agglomération de se passer de la voiture, à condition d'avoir quand même un peu de temps devant soi. Et c'est un territoire où il y a beaucoup de potentiel, puisqu'ici on est quand même très proche de la métropole, et on voit qu'on a des terrains potentiellement à développer, on voit qu'il y a plusieurs grues dans le paysage, et ça c'est un élément très important, la cohérence entre urbanisme et transport, qui va être une clé pour arriver à aller vers des mobilités plus durables. Je suis déjà un peu long et on peut passer à la suite. Mon intervention, donc, je l'ai prévue en 4 temps. On m'a demandé de faire une présentation un peu générale sur la question des mobilités. D'abord rappeler quelques leviers sur les mobilités durables. Ensuite, on va aller sur les caractéristiques du territoire. On va essayer de se poser la question de la comparaison avec des territoires qui seraient équivalents en France et dans quelques métropoles étrangères. Et enfin, on terminera sur la question du choix modal, quel levier au niveau des individus pour encourager le choix modal. Donc vous l'avez compris, mon angle, les problématiques principales qu'on va se poser en termes de recherche, elles sont sous un angle environnemental, mais bien sûr, un angle environnemental qui intègre toutes les problématiques aussi économiques et sociales qui se posent sur cette question-là. Quelques chiffres pour le cadrage. Les transports, c'est aujourd'hui 30% des émissions de CO2 à l'échelle nationale, c'est donc le premier poste, et c'est le poste qu'on n'arrive pas à faire baisser sur les dernières années. Et dans ces 30%, c'est plus de la moitié qui est liée donc à l'utilisation de la voiture, à l'usage individuel de la voiture. Donc c'est quand même le principal levier d'action, c'est baisser cet usage individuel de la voiture. Je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer tout ça par la suite. Alors comment faire ça? Forcément, les chercheurs se posent la question et en débattent, on n'est pas toujours d'accord sur les leviers à activer. Et les leviers que je vous présente là sont ceux issus des travaux d'Aurélien Guigaud, qui a fait une thèse récemment sur cette question des transitions dans le domaine des transports. Le levier le plus efficace, très clairement, c'est tout simplement diminuer nos déplacements, diminuer le besoin de mobilité. Un levier dans lequel on pense au télétravail, dans lequel on peut penser aussi à tout ce qui va être aménagement du territoire, à faire du coup cette cohérence entre urbanisme et aménagement, éviter de développer des quartiers qu'on aura du mal à desservir par la suite avec des offres alternatives. C'est aussi favoriser la mixité fonctionnelle et des formes de compacité urbaine. Le deuxième levier,
Et en fait, les deux du milieu, oui, je les ai hiérarchisés, ils sont en fait assez équivalents en termes de potentiel de baisse donc, de l'empreinte environnementale des transports, favoriser le report modal. Donc, on garde des déplacements qui sont identiques, simplement en termes de fréquence et en termes de destination, simplement on essaie d'utiliser les modes à chaque fois qui ont le moins d'impact en termes environnementaux. Vous n'y apprendrez rien en vous disant qu'il y a plus avantages de recourir au transport public ou en mobilité active, même si bien sûr c'est pas toujours possible. Le troisième point, c'est l'optimisation de l'usage de l'existant. On garde les mêmes déplacements, cette fois on garde les mêmes modes, mais on essaye d'améliorer cet usage, donc c'est bien sûr le covoiturage dont il va être question. C'est aussi des leviers comme l'éco-conduite, et j'en ai un troisième qui m'échappe. Enfin, le dernier, c'est la question du progrès technologique. Donc cette fois, on garde les mêmes déplacements, le même mode et le même type d'usage, que ce soit seul ou à plusieurs. Et on va tout miser sur des progrès sur les matériaux, alléger les véhicules, sur les carburants, le recours aux biocarburants et le recours à l'électrification potentiellement du parc automobile. Il y aurait beaucoup de biais à signaler sur le dernier levier, avec aujourd'hui donc une transition très forte entre une priorité qui était donnée au report modal dans les années 2000, donc Grenelle de l'environnement par exemple affichait de très forts objectifs de report modal, et à la fin des années 2010, un levier technologique qui affirmait l'électrification du parc automobile et qui à l'échelle nationale est une priorité. Donc, vous allez me dire, forcément ces solutions alternatives, si vous habitez loin de la partie proche du pôle urbain, dans les coteaux du sud et du nord du territoire, finalement le recours à la voiture, on n'a pas le choix. Et en effet, sur le territoire du Sicoval, il est particulièrement difficile de faire un diagnostic synthétique des mobilités, puisqu'on a un territoire qui est très divers entre cette zone périurbaine, cette zone qui est plutôt celle du pré-urbain, avec donc des caractéristiques très proches du rural en termes de cadre de vie, mais en termes aussi d'accès aux services qui vont être un peu plus éloignés. Et bien sûr des parts modales de la voiture, qui sont toujours dominantes, mais avec des gradients. Donc, le premier gradient, centre-périphérie, avec à Ramonville, on est à 65% de part modale de la voiture, ce qui est pas si mal que ça. Et on va issu dans la périphérie du territoire, bien sûr, on monte au-delà des 90%. Premier gradient comme celui-ci, et un deuxième gradient qui est beaucoup plus léger quand on s'éloigne des communes les plus denses et notamment de l'infrastructure ferroviaire et de l'axe de transport sur le territoire. Quelques mots à propos des offres alternatives du territoire. Bon, clairement, on a des offres qui manquent de structuration, c'est-à-dire de coordination de hiérarchisation entre une offre ferroviaire et l'offre Tisno, et en partie aussi de robustesse dans toutes les enquêtes qu'on fait, y compris dans des choses qu'on a fait très récemment au niveau du Sicoval. Bien sûr, la qualité de service est un des premiers griefs qu'ont les habitants et les usagers du ferroviaire. Donc en gros, on a 3 gares avec un bon niveau de desserte. Donc Lavège, Escalquens et Bazielles. Et ensuite des gares très faiblement desservies. Un cadencement partiel en heure de pointe. Une offre qui est globalement insuffisante en soirée. Il y a plus de trains après 21h. Le week-end, on divise l'offre par 4, quasiment. Une intermodalité qui serait largement à travailler, et donc des gares et des haltes qui sont finalement, ça c'est des caractéristiques du territoire, qui sont parfois en marge donc, de développement urbain et des centralités urbaines. Bon, si on prend Escalquens, clairement, on arrive à Escalquens comme on est à pied, il faut quand même pas mal marcher pour rejoindre des polarités. On a des projets en cours que bon, je ne rappellerai pas parce que je vais être trop long, mais troisième ligne de métro qui doit être prolongée. Et on a aussi des modes actifs à conforter à travers le réseau express vélo, puisque le territoire est concerné par 4 axes de ce réseau express
un vélo qui doit permettre de mieux accéder à la métropole. Ce qui me semble plus intéressant, c'est essayer de comparer ce territoire avec d'autres territoires équivalents, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment original d'être dépendant de la voiture parmi ces territoires précédents? Non, ils se sont structurés comme ça. On a des réseaux viaires, des polarités qui se sont mis en place avec la voiture, et c'est très difficile de passer vers d'autres types de déplacements. Je ne détaille pas le tableau. C'est un travail qui a été fait l'année dernière avec les étudiants de master Transmob donc de l'université. On travaillait sur la gare de Plain-Juste-Arrêt et on cherchait à comparer ce territoire avec des territoires équivalents dans d'autres métropoles, avec plusieurs contraintes, environ le même nombre d'habitants, autour de 5000 habitants, être dans le périmètre des transports urbains, en périphérie, donc être desservi par une gare, à environ 15-20 minutes de la gare centrale, avoir un habitat majoritairement pavillonnaire, et quand je mets ces critères ensemble, finalement, dans le psychoval, c'est plutôt Escalquens qui se rapproche le plus de ces critères-là, et c'est pour ça que j'ai fait ma comparaison avec Escalquens. Ensuite, on a 2 communes en France, dans la périphérie de Nantes et de Strasbourg, une commune en Belgique, une autre en Suisse. Donc, les Suisses, c'est vraiment le modèle, c'est toujours un peu de la triche de se comparer à la Suisse, parce qu'on est toujours très loin de ce qui se fait là-bas en termes de mobilité. Vous voyez, Escalquens, finalement, n'est pas si mal situé que ça. Bien sûr, on est très loin de la Suisse. Encore une fois, la Suisse, ça fait 50 ans qu'ils investissent massivement dans le ferroviaire. Donc, c'est très dur de se comparer à eux. On voit que c'est correct par rapport à d'autres métropoles, notamment françaises. Une des difficultés à Escalquens, c'est pas le cas dans toutes les gares du Sicoval, c'est la desserte le week-end. On voit que c'est un mal quand même assez français. On a une perte d'offres de l'ordre d'un facteur 4. On a donc 39 trains en semaine, on n'a plus que 10 le week-end. Donc ça c'est l'amplitude horaire sur la journée, donc 14 heures. Vous voyez, il y a les Suisses qui se détachent, mais sinon on est dans la norme. Voilà, ça c'était sur l'heure, vous voyez, le dernier il est à 20h29. Bon, c'est à peu près comparable avec la Belgique et la France. Donc, en Suisse, minuit 49. La Suisse est exceptionnelle. Le taux de correspondance. À Escalquens, en fait, rapidement, pendant le calcul, à l'arrivée, on regarde combien de trains ont une possibilité de correspondance avec un bus à l'arrivée du train en gare dans les 15 minutes. Vous voyez, Escalquens, là, on est en retrait, et c'est vraiment des éléments à travailler, avoir un réseau de transport hiérarchisé, des formes de rabattement systématique des réseaux secondaires vers les réseaux principaux. Ce qui veut dire aussi dans la forme des lignes, éviter d'avoir toutes les lignes en parallèle qui desservent toutes en direction de Toulouse, avoir des lignes qui vont de l'axe principal des gares vers les périphéries du territoire, dont beaucoup ne sont pas desservis autrement que par des TAD ou du transport à la demande. Et le dernier point, c'était la comparaison des abonnements. Alors c'était les données de l'année dernière, mais peut-être que ça a un peu évolué. Le Pastel Plus, TCO Plus région, c'est 70 € l'abonnement. Après, on retrouve le même. Vous voyez qu'il y a des agglomérations où on arrive à être un peu plus bas. Les Suisses, c'est un peu plus cher, mais pour une offre, une qualité de service supérieure que finalement, c'est pas si elle y est. Le ding-dong, ça veut dire que ça fait 2 minutes ou on avance? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que le Sicoval, c'est pas un territoire on regarde Escalquens, qui en fait partage des caractéristiques très fortes avec d'autres territoires de périphérie de métropole en France. Pour autant, on voit qu'il y a des marges de manœuvre importantes, sans passer par des investissements déjà très lourds sur de la correspondance d'autocars, sur de l'aménagement autour des gares. Je ne rentre pas sur la gouvernance et je vais dans mon dernier point. Alors, je voulais finir sur des leviers qui peuvent permettre de faire évoluer du coup, les comportements des personnes dans le quotidien.
Alors c'est très dur de changer les comportements de mobilité. Alors, il y a beaucoup de sociologues, de géographes qui ont étudié ça. Les mobilités, forcément, elles sont liées à des modes de vie. Les deux se mettent en place en même temps, avec le choix de la résidence une fois qu'on a pris des habitudes dans un mode de transport. C'est très difficile de changer ces habitudes-là. Et donc on a des chercheurs qui montrent que, je pense par la fin, un élément important pour casser ces routines, donc les pieds de perception, qui fait qu'on a toujours une vision très dégradée des modes qu'on n'utilise pas. On imagine souvent que faire du vélo en ville est très dangereux, que les transports publics sont très en retard. Bon, ils le sont, mais souvent, quand on fait les enquêtes, c'est dans les proportions, dans le déclaratif envers la réalité, c'est souvent exagéré. Par exemple, dans le Covid, on se rendait compte qu'il y avait une très grande crainte de prendre les transports en commun, par crainte d'attraper le virus. Et l'Institut Pasteur montrait qu'il n'y avait pas de surreprésentation des usagers des transports dans les gens qui étaient infectés par le virus. Donc pour changer les habitudes, les chercheurs nous montrent qu'on a besoin d'éléments déclencheurs et de légitimation. Les éléments déclencheurs, c'est donc l'expérimentation. Et ça, c'est des éléments qui peuvent être mis en place dans des journées de mobilité, faire pratiquer le vélo à des personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont plus l'habitude, rendre les transports gratuits sur une journée pour refaire prendre le train, refaire découvrir le train. Ça va être des éléments très intéressants. Le deuxième levier, c'est la légitimation. C'est vrai que les personnes, parce que dans les éléments déclencheurs, parfois c'est juste qu'on perd son permis, on est obligé d'utiliser les autres modes de transport, et parfois on se rend compte que c'est faisable. Pour que les personnes persistent dans ces mobilités alternatives, ce qui n'est pas souvent le cas, je ne sais pas, il y a du vécu dans le permis, après on le récupère, après on reprend sa voiture comme avant. Il faut voir un intérêt au mode alternatif, il faut qu'il y ait une forme de légitimation. Si en gros dans son entourage, on se rend compte qu'on est le seul à prendre le mode alternatif, on va sans cesse se justifier, on se rend compte que les personnes ont tendance à arrêter de prendre ces modes alternatifs et à rentrer un peu dans une norme de mobilité, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre de l'entreprise. Donc je voulais juste revenir sur des éléments d'enquête qu'on a pu faire ces dernières années, donc des enquêtes qu'on a fait avec Rallume l'étoile, je dois intervenir juste après, cette année et l'année dernière, et des enquêtes qu'on avait fait dans le périmètre de Commute. Donc c'était le secteur avec toutes les entreprises autour de la plateforme de Blagnac, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et à chaque fois, on a eu des très bons résultats en termes quantitatifs. Il y avait 3000 répondants sur Commute, et là, quasiment 5000 pour la dernière enquête qu'on a fait avec Rallume l'étoile. On interroge les personnes sur qu'est-ce qui motive les choix, leur choix modal. Et ça, c'est pas que dans nos enquêtes, ça ressort, mais c'est confirmé. L'élément clé, c'est quasiment toujours les temps de parcours, qui arrivent très largement en tête, quel que soit le mode utilisé. Donc, les temps de parcours et donc la congestion comme obstacle potentiellement, et comme levier qui peut faire passer sur des modes alternatifs. Les valeurs environnementales, c'est un levier qui est toujours très très marginal. Ça arrive toujours en deuxième, troisième position dans la déclaration, mais quasiment jamais au motif premier pour changer ces déplacements. Parmi là, les premiers éléments d'enquête qu'on avait avec Rallumant l'étoile, on se rend compte que donc on a interrogé les personnes dans l'ère toulousaine sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir à recourir au RER dans le cas d'un RER cadencé à la demi-heure, ce qui est le cas sur plusieurs axes où on a déjà des cadencements qui se rapprochent à la demi-heure, des fiables, avec des correspondances systématiques, etc. On est à 87% de personnes sur notre échantillon de 5000 qui nous disent qu'ils seraient prêts à prendre le RER s'il y avait cette. Et là où j'insiste, c'est qu'on retrouve ces taux-là, quel que soit le profil de répondant, chez les automobilistes, chez les automobilistes exclusifs, parce que notre enquête nous permet de savoir si les personnes prennent le train ou pas. Donc des personnes qui ne prennent jamais le train, on n'est pas à 87%, mais on est en gros dans les 75%.
de personnes qui se disent prêts à prendre le RER si on leur apporte une solution on va dire, avec plus de fréquence, plus d'amplitude et plus de fiabilité. Quand on regarde le Sicovac, on est exactement au même chiffre que quand on regarde l'ensemble de l'agglomération toulousaine. C'est vraiment peut-être 86,5 au Sicovac et 87 pour l'ensemble donc de l'agglomération. Et quand on regarde les flux, on se rend compte que la particularité du territoire, c'est d'avoir des flux équilibrés entre les entrées et les sorties, puisque on a beaucoup d'habitants qui se rendent dans la métropole toulousaine, on a aussi beaucoup de personnes de la métropole toulousaine et au-delà qui se rendent à Ramonville, à la Beige, où forcément on a aussi des pôles d'emploi assez importants. Oui, donc il y a une vraie demande en transport public, et dans le périmètre commute, et je finirai là-dessus, ça ressortait aussi, il y a 40% des personnes qui travaillaient, donc là on est plutôt sur les habitants, là on s'adressait aux employés du périmètre autour de l'aéroport de Blagnac, 40% qui veulent changer leur mobilité, et dans ces 40%, c'est à peu près la moitié qui veulent aller plutôt vers du transport public, 15% qui voudraient aller plutôt vers du vélo ou des modes actifs, et on était autour de 10% qui iraient plutôt vers du covoiturage. Voilà, c'était quelques chiffres pour un peu encadrer lancer un peu le débat. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si on les prend juste après les interventions, ou si y a un temps après. On peut discuter de tout ça. Peut-être nous décrire cette dernière photo, pourquoi avoir terminé là-dessus. Bon, là aussi, c'était ma petite sortie de décembre. Donc, on est entre, il y a la gare de la Beige juste à côté. Et parce que moi, je compte l'utiliser en cours, je ne l'ai pas encore fait, pour illustrer les politiques de restriction de la voiture. Parmi les leviers les plus efficaces pour faire baisser les parts de la voiture dans des environnements un peu plus urbains, quand il y a des alternatives, ça va être la contrainte en termes de vitesse, les obstacles, les ralentisseurs, faire des voies à sens unique, etc. Et ça va être aussi la politique de stationnement. Bon, qui là n'est pas trop illustré, mais la politique de stationnement, c'est souvent un levier très fort, on se rend compte, pour arriver à changer les comportements. C'est si... Parce qu'on rajoute l'incertitude en fait. Pourquoi la voiture a beaucoup de succès par rapport au transport public? C'est il y a un peu la certitude d'arriver quelque part. Il peut y avoir la congestion, mais en tout cas, dans le média, on a l'impression d'avoir plus de maîtrise sur les choses. Donc si en plus de la congestion, on rajoute l'incertitude de trouver une place, là, ça commence à faire beaucoup et ça commence à être un levier assez efficace. Et bien sûr, il y a aussi donc l'infrastructure cyclable en parallèle. Quand on circule dans le centre de la Beige et d'Escale 15, aujourd'hui, l'efficacité comparée entre les modes, elle est très proche, même si, bien sûr, il y a toujours des limites dans l'utilisation dans le public qui est susceptible d'utiliser le vélo, mais des infrastructures comme ça, vraiment totalement séparées de la voirie, très sécurisantes, c'est ces infrastructures-là qui vont permettre à des publics peut-être un peu moins jeunes, en famille, etc., avec des enfants, d'utiliser le vélo davantage pour des trajets du quotidien. Mon intervention était peut-être davantage sur une politique de l'offre, en se disant que l'offre finalement va permettre aussi de structurer un peu les mobilités existantes. En termes de besoins, les données qu'on a, c'est celles issues des enquêtes ménage déplacement. Bon, le problème, c'est que la dernière elle date de 2013. On est en train de la refaire en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est des données, bon, en 2013, ça commence, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé, surtout dans la métropole toulousaine. Et dans ces enquêtes-là, on voit le déplacement avec les motifs, les origines, les destinations, donc on connaît les besoins. Dans notre dernière enquête, on demande
dans quelle commune réside la personne, où elle se rend le plus souvent. Et donc on identifie des trajets récurrents. Je l'ai rapidement évoqué en disant que déjà il y a un équilibré entre Toulouse et le Sicoval, c'est-à-dire c'est pas que le Sicoval, c'est pas en gros que des personnes, c'est pas une banlieue dortoir avec que des personnes qui vont partir le matin pour se rendre à Toulouse et revenir le soir. C'est plus complexe que ça, que dans l'enquête. D'ailleurs, on voyait bien, c'était parmi les éléments qui pouvaient être surprenants, on voit qu'il y a des personnes qui viennent travailler ici, qui viennent de territoires périphériques, qui sont pas forcément Toulouse, qui viennent même de l'autre côté, du nord de Toulouse, de l'est de Toulouse. Donc, tout ça, c'est des données qu'on a, enfin on les a toujours un peu en tête, les grands flux sur l'agglomération toulousaine. Grandes enquêtes tous les 10 ans, un peu des enquêtes plus ponctuelles, on essaie d'identifier ces flux de domicile-travail. On sait aussi, par exemple, qu'il y a une tendance, c'est que la part du domicile-travail a tendance à un peu baisser dans les déplacements en moyenne des Français. Et aujourd'hui, récemment, en gros, la part consacrée plutôt à des déplacements qui sont beaucoup plus irréguliers, au loisir, la visite aux familles, le soin, etc., devient plus importante que le domicile-travail. Et ça, pour organiser l'offre de transport, c'est vrai que c'est un enjeu important parce que beaucoup d'offres de transport sont calibrées sur le domicile-travail, donc il reste très important, c'est l'ordre de 42% des déplacements quotidiens. Mais voilà, il y a un vrai enjeu, c'est pour ça qu'on souligne aussi des limites sur l'amplitude horaire. En soirée, voilà, on se déplace quand même beaucoup le soir, et c'est là où, sur les transports publics, on peut avoir, il y a tout quelque chose, un champ à conquérir, on va dire, à la nuit, un peu dans les transports, c'est tout un champ à explorer. Quelque part, pour moi, un des mots-clés, c'est la hiérarchie un peu du réseau et de l'offre, éviter de disperser les efforts qu'on fait. Alors, je reste sur le transport public, mais comme l'enjeu, c'est de limiter la place de la voiture, donc ça demande des transports alternatifs efficaces, donc hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que... pour arriver à desservir l'ensemble du territoire, il faut qu'on arrive à organiser des très fortes fréquences sur des axes forts, et ensuite des rabattements systématiques. La Suisse, c'est comme ça qu'ils s'organisent, au niveau de chaque nœud. Il y a des correspondances automatiques. Par exemple, si on prend une gare comme Baziège, dans l'idéal, on devrait avoir des trains potentiellement depuis Toulouse, depuis Carcassonne, qui peuvent potentiellement se croiser en même temps. Et ensuite des lignes de car qui vont une au nord, une au sud, par exemple, qui arrivent. Ces 4 offres arriveraient au même moment. Dans les 10 minutes, toutes les correspondances pourraient se faire et ensuite seraient redispatchées. Ce qui permet non seulement de faire la correspondance car-train, mais aussi car-car, puisque même des cars qui auraient des destinations et des origines opposées se retrouvent au même moment dans la gare, et ce qui permet aussi de répondre à tous les besoins quelque part, parce qu'on aurait une offre qui permet d'atteindre tous les points du territoire, avec des correspondances et des ruptures de charge que les usagers sont rédhibitoires pour beaucoup d'usagers, mais qui sont optimisés dans des espaces et des temps réduits. Il y a une réponse aujourd'hui qu'on entend souvent, maintenant pour résoudre un peu le problème du relief et du dénivelé. Il y a le vélo à assistance électrique qui permettrait du coup d'être beaucoup plus efficace sur ce type d'itinéraire et donc d'encourager peut-être des personnes qui se sentiraient pas physiquement capables peut-être d'accomplir certains trajets à faire. Bien sûr, un des plus gros problèmes, je pense que c'est la question de la sécurité sur des petites routes en ville. Les accidents avec les vélos, globalement, il y a peu d'accidents mortels en ville parce qu'il y a des vitesses qui sont relativement faibles, et bien sûr, c'est dans ces territoires-là que se pose la question. On peut imaginer des itinéraires dédiés aux cyclistes. Ça existe. En Norvège, par exemple,
sur des grands axes, il y a souvent à côté, un peu de cette manière-là, une voie dédiée aux cyclistes pour vraiment se sentir totalement protégé. Parce que sur ces routes-là, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Elles sont étroites, rajouter une bande sur la route, pas toujours pertinent, donc c'est vraiment avoir une infrastructure vraiment dédiée. Bon, en même temps, on a un territoire très peu dense. On se pose combien de personnes pour des aménagements qui peuvent être très coûteux. Quels sont les itinéraires à privilégier? Bon, la question est, à chaque fois qu'on a un degré de densité moindre, la problématique est un peu... on arrive à des territoires où il n'y a quasiment pas de solution en dehors de la voiture. D'où l'importance de la cohérence urbanisme et transport, de conforter des pôles qui sont déjà bien desservis ou d'imaginer l'extension de pôles qui peut-être actuellement sont difficiles à desservir, mais en une urbanisation cohérente. Ça ne veut pas dire faire des grands immeubles dans les coteaux de l'Ouest. On va être un peu en continuité. Peut-être qu'on peut avoir assez d'usagers potentiels pour que ces infrastructures soient pertinentes.